Les amis, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet social. C'est de nouveau tiré de mon livre, Le petit traité de management à l'usage des honnêtes dirigeants, pensés pour mieux vivre l'entreprise. Et ça parle des partenaires sociaux. Alors, tiens, j'ai pas pris la bonne page. Si, c'est bien ça. Donc, les partenaires sociaux en Guyane. Après 3 années en Martinique, on m'a proposé la Guyane et j'allais prendre la direction du centre de travaux de Kourou. C'est là que j'ai eu droit à ma première grève et la dernière de ma carrière également. La plupart des ouvriers étaient syndiqués et chez nous c'était l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais. Les réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise duraient 8 heures. Et tous les mois, il y avait une journée à y consacrer. L'une pour les DP et l'autre 2 semaines après pour le CDPD du personnel, c'est le comité d'établissement. Je m'y pliais par obligation car ma fonction l'exigeait. Mais ce n'était pas ma tasse de thé, mais il fallait effectivement consacrer 8 heures de son temps. Et les interlocuteurs prenaient cela comme une marque de respect et se sentaient considérés. Grâce à cela, nous avions un climat social relativement apaisé, même s'il y avait toujours des tiraillements, compréhensibles d'ailleurs. En effet, nous avions au sein de l'entreprise 2 catégories de personnel avec des statuts très différents. Ceux qui étaient détachés au centre spatial, et qui avaient des avantages, notamment un sursalaire de 25% et des primes chaque fois qu'un lancement était réussi, et des astreintes. Et les autres qui travaillaient en zone industrielle, en atelier et sur les chantiers qui n'avaient pas ces avantages. Très souvent, le rythme et les conditions de travail de cette deuxième catégorie étaient plus difficiles. Et donc, les tensions étaient perceptibles et souvent la revendication de l'harmonisation des statuts revenait sur le tapis. Bien sûr, le siège s'y refusait et économiquement, ce n'était pas viable, puisque pour la deuxième catégorie, nous étions sur un marché fortement concurrentiel et une augmentation de salaire de 25% était absolument inenvisageable, sauf si on voulait considérer la rentabilité globale de l'établissement, et celle-ci était satisfaisante, mais ce n'était pas le but recherché. Nous étions en 1988 et en Guyane, il y avait des grèves à répétition. Les premiers qui avaient été touchés, c'était une entreprise d'assistance technique qui intervenait pour le centre spatial. Et ils ont eu une grève dure qui a causé le report d'un lancement de fusée, ce qui est un véritable crime de lèse-majesté. Le spatial, c'est ultra sensible. Les clients, souvent américains, arabes ou asiatiques, ne comprenaient pas ce qu'était une grève et ils venaient nous confier leurs satellites, confiants dans la qualité du service, et ils voulaient que leurs bijoux hors de prix soient sur orbite en temps et en heure. Ce report, une première depuis que le centre spatial s'était installé en Guyane, eut des conséquences très négatives en termes d'image et de confiance des clients. Les conséquences étaient également financières, car un report génère des coûts tels que le maintien des équipes sur place, le manque à gagner, car le satellite n'était pas opérationnel, plus le décalage des plannings des autres satellites. Le directeur de cette entreprise, que je connaissais bien, a sauté, sans autre forme de poussée. Nous savions ainsi, nous les autres directeurs, des sociétés d'assistance technique, et j'en faisais partie, qui œuvraient pour le spatial, ce qui nous attendait. Quand donc un matin, je suis arrivé au bureau et que le portail s'est refermé sur moi et que les camarades syndiqués m'ont dit « Nous sommes en grève !» Je n'ai pas été plus surpris que ça. J'aurais demandé où était leur cahier de revendication. Ils m'ont dit « Attendez, on va vous l'établir. » Et ils sont partis dans le local syndical. J'ai immédiatement appelé le siège pour les informer et j'aurais demandé quelle était ma marge de manœuvre. Après m'avoir dit dans un premier temps « Ne lâchez rien !» j'ai réussi à les convaincre que cette stratégie de blocage aurait pour conséquence la perte du marché avec le spatial. Et après une discussion serrée, ils m'ont donné carte blanche pour mener les négociations. Au bout d'1 heure, les grévistes sont revenus avec une feuille A4 manuscrite avec 12 points de revendication. Je leur ai donné rendez-vous 30 minutes plus tard. J'ai lu leurs documents et j'ai vu le premier point. On veut un bus pour transporter l'équipe de foot le dimanche. Mais j'ai vu aussi immédiatement le 12e point. On veut l'alignement des personnels de la zone industrielle avec ceux du spatial. Le décor était planté. Il me fallut entrer en scène et ne pas me louper. Je connaissais les enjeux et surtout je m'étais fixé un objectif,
signer le protocole de fin de grève en fin de journée, car j'avais en tête le sort qui avait été réservé à mon collègue et mon expérience de la grève en Martinique. J'ai appelé l'inspection du travail pour les prévenir et les gendarmes de Kourou au cas où il y aurait du grabuge. Et je suis parti dans le local syndical déterminé et nullement impressionné, car je connaissais mes partenaires. La pièce qui allait se jouer, dans laquelle j'avais le rôle principal, devait être nette et sans bavure. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Et malgré cette pression que je sentais nettement sur mes épaules, je n'étais pas vraiment angoissé. La réunion a pu commencer, j'avais en face de moi tous les délégués du personnel, tous les membres du comité d'établissement et les délégués syndicaux, plus le représentant départemental du siège UTG. Ça faisait 15 personnes au total, et 3 syndicats étaient représentés, l'UTG, FO, Force ouvrière, la CFDT. Et les 2 derniers étaient plutôt modérés. Une de mes stratégies consistait à m'adresser davantage aux 2 derniers, sans pour autant négliger le premier. J'avais 33 ans, et c'était mon baptême du feu. Car dans ma formation d'ingénieur, il n'y avait pas de cours sur le dialogue social, les techniques de la négociation, ni même sur le management. Le dialogue social, déjà très compliqué en métropole, était quasi inexistant en Guyane. Et les rapports entre direction et syndicats étaient dans la grande majorité des cas des rapports de force. J'étais seul car volontairement, je n'ai pas voulu me faire assister par le responsable administratif. C'était ma responsabilité et je n'ai pas souhaité m'y soustraire, ni la déléguer. Les points mineurs ont rapidement été évacués, même si je faisais un peu durer, ayant pour objectif d'aborder le 12e point, le plus délicat et le plus chaud, qu'en fin d'après-midi. Les interlocuteurs s'en rendaient bien compte, car à un moment donné, ils ont dit « Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses ». J'aurais dit que tout était sérieux. J'ai usé et abusé des suspensions de séance, d'une part parce que j'en avais besoin, d'autre part pour téléphoner au siège que je tenais régulièrement au courant de l'avancée. Enfin, comme stratégie d'usure, car si en face ils étaient stratèges, je l'étais également. Vers 17h, la porte du local s'ouvrit, une dizaine d'ouvriers ont fait intrusion en vociférant « C'est bientôt fini votre bordel !» car nous on veut rentrer à la maison. En effet, le portail avait été fermé par une chaîne et un cadenas, et on ne pouvait ni entrer ni sortir. J'ai convaincu mes interlocuteurs d'ouvrir le portail et de laisser sortir le personnel, et que moi, de toute façon, je resterais, ce qu'ils ont accepté. Les négociations purent reprendre, mais je sentais nettement une certaine lassitude s'installer et l'exaspération monter. J'ai choisi ce moment pour demander une nouvelle suspension de séance, sachant très bien ce qu'allait se passer. Ils ont protesté, ils voulaient refuser. À ce moment, j'aurais dit calmement la phrase suivante. « Ah, vous voulez m'empêcher de quitter la salle? C'est venir dire que je ne suis pas libre de mes mouvements. Donc la conséquence de cela est que je négocie sur la contrainte. Sachez que donc tout ce que je signerai sera nul et non avenu. » J'ai pu dire ça sans bégayer et sans que ma voix ne trahisse une quelconque émotion. Pourtant, je savais que nous étions au point crucial et que là, ça passait ou ça cassait. Ça n'a pas cassé. Et ils ont dû se dire, Tritch n'est pas une mauviette, ni un débutant, et il connaît son sujet, et c'est donc un interlocuteur de valeur. Et ce dernier point leur plaisait. Après la suspension de séance que j'ai volontairement fait traîner en longueur, nous avons enfin abordé le point litigieux. Mais la tension était retombée et je sentais en face de moi l'envie d'en finir. Pour ma part, je n'étais pas pressé et j'avais tout mon temps, même si nous devions y passer la nuit. Je n'avais rien mangé et mes sens étaient en éveil, car j'avais ingurgité plusieurs cafés et peut-être fumé quelques cigarettes, car je ne me rappelle plus si j'étais dans une période fumeur ou non fumeur. Je m'étais fixé un maximum d'augmentation accordée au personnel de la zone. Comme ça qu'on les appelait, j'avais trouvé à mon arrivée ce terme très péjoratif, mais il est resté, puisque ancré dans les habitudes, zone industrielle bien sûr. Le seuil que je m'étais fixé était 5% au maximum. Par rapport aux 25 exigés, j'étais conscient de l'écart très important entre leur exigence et mon intention. On a passé 3 nouvelles heures et c'était vraiment là le jeu du marchand de tapis. C'est que plus tard, quand je suis allé au Maroc, que j'ai découvert qu'il fallait au moins diviser par 2 les prix affichés, mais il faut croire que j'avais inconsciemment intégré cette technique. On a fini à 20h, et là, j'ai eu un plaisir indicible. Pas seulement parce qu'on a abouti, mais surtout parce que je voyais arriver des sourires sur les visages, qui avant étaient crispés, et ils m'ont dit une phrase dont je me rappelle bien. «
Ah, monsieur Tritch, vous êtes un bon négociateur. Et jamais on a senti de mépris et vous avez réussi à garder votre sang-froid jusqu'au bout. Ça m'a fait énormément plaisir et je leur ai renvoyé le même compliment en retour. Il ne fallait pas grand-chose de plus pour qu'on finisse par se taper sur l'épaule et se faire des checks. Le soir, j'ai appelé la gendarmerie pour qu'ils cessent leur mobilisation. Et le lendemain, le siège, qui bien sûr n'a pas daigné me remercier ou me féliciter. Il faut dire que nos rapports étaient déjà houleux et ceci allait empirer jusqu'à la rupture finale en décembre 1989. Je reviendrai longuement dans le chapitre qui va suivre, car cette rupture allait être l'occasion d'un nouveau départ. Encore deux ou trois derniers mots sur cette expérience marquante. J'avais fini ma négociation en octroyant une augmentation de 4% sur les salaires minimums de la grille. Pour les ouvriers, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que cet avantage avait été obtenu par une grève de moins de 24 heures, et donc sans perte de salaire pour eux, puisqu'ils étaient sur leur lieu de travail, et juste empêchés de faire leur activité. J'étais content pour eux, j'avais initialisé un peu malgré moi un processus qui ne s'est plus arrêté. En effet, il y a eu d'autres débrayages et les directeurs qui ont suivi ont été obligés de lâcher bien plus que moi, car probablement moins rompus aux négociations ou plus vraisemblablement avec une attitude moins bienveillante que la mienne. Pour les syndicats, avec le recul, je trouve qu'ils ont commis une erreur en mettant le point principal à la dernière place de leur cahier de revendication. Si on avait été obligé de commencer par l'alignement des salaires, probablement que les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Il est probable que j'aurais été obligé de lâcher bien plus. J'ai appelé l'inspection du travail qui n'en revenait pas. Comment? Vous avez signé hier soir? Ça alors? Il pensait certainement que nous étions partis pour un conflit dur et long. Il m'a bien sûr félicité et venant de lui, ça m'a fait bien plaisir. Extrait du petit traité de management à l'usage des honnêtes dirigeants. Pensez pour mieux vivre l'entreprise. Francis Tritch, juin 2020. Merci les amis. Et n'oubliez pas, dans l'entreprise, le dialogue social est important. Ça ne sert à rien. Il ne peut pas être un dirigeant qui ignore les syndicats. C'est complètement absurde. D'ailleurs, les syndicats, ça peut être un très bon outil de progrès de l'entreprise, si tant est que tout le monde est responsable, tout le monde est respectueux. Mais malheureusement, beaucoup de dirigeants les ignorent et beaucoup de syndicalistes considèrent que le dirigeant, c'est l'homme à abattre ou la vache à traire. Rappelez-vous Winston Churchill. Et peu voient en lui celui qui tire le char, le cheval qui tire le char. Bonne fin de journée les amis.